Dans cette vidéo, je vais m'occuper de cette Renault Clio 4 1,5 litre DCI. Donc dessus, il y a un voyant moteur qui est allumé, il y a absolument plus de puissance niveau moteur, donc peut-être un problème de turbo ou autre. Donc l'idée, c'est qu'on fasse le diagnostic et qu'ensuite on fasse les réparations. Donc là, tu peux voir au tableau de bord, il y a marqué injection à contrôler, on a la clé qui reste allumée en permanence. Je vais démarrer le véhicule, je crois que la voiture, elle a à peu près 100 000 km. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc là maintenant, au niveau des défauts, bon déjà on va faire une recherche automatique du véhicule. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le calculateur d'injection pour aller voir les défauts. Alors qu'est-ce qu'on a là? Circuit de suralimentation, pression de suralimentation trop haute. Ok, alors que à l'inverse, j'ai plus l'impression qu'on n'a pas de pression de turbo. Et de l'autre côté, circuit d'admission d'air, amplitude du signal maximum. Ok, bon, a priori, on a vraiment un problème au niveau soit du turbo, soit de la partie admission d'air. Donc on va voir un petit peu en faisant un relevé de paramètres. Donc là, je vais aller chercher tout ce qui concerne ma pression de suralimentation. Donc la pression de suralimentation brute. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pression de suralimentation. Et est-ce qu'on peut avoir, voilà, consigne de pression de suralimentation. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Et je vais enlever la pression de suralimentation brute. Donc là, ici, nous avons des valeurs qui sont numériques. Moi, ce que je veux, c'est avoir un petit graphique. Et tant qu'à faire, je vais les combiner. Comme ça, l'idée, ça va être de voir en fait la consigne que demande le calculateur par rapport à ce que mon turbo ou mon moteur en fait peut délivrer. Donc à savoir que dans le véhicule, il n'y a absolument pas de bruit anormal, il n'y a absolument rien. On n'a juste absolument pas de puissance en fait quand on roule avec. De toute façon, on va le voir avec la valise. Tu vas voir que quand je mets pied au plancher, c'est pas de puissance. Voilà, on a l'impression de rouler avec un atmosphérique quoi. Bon, les 1,5 litre DCI, c'est pas des foudres de guerre, mais il y a quand même du couple. Donc là, je vais me mettre en deux. Là, je suis pied au plancher, donc il se passe absolument rien. Voilà, donc là, on voit bien ma courbe qui est montée. Donc l'idée, ça va être après de voir effectivement sur ma courbe à combien de pression de suralimentation réelle je suis monté. Donc là, vous pouvez voir, en valeur maximum, en fait, on avait une demande de pression de suralimentation de 2240 millibars, moins la pression atmosphérique, ça veut dire qu'on avait une demande de 1 bar 2, 1 bar 3. Et nous, on est monté à quoi? On est monté à 1281, moins la pression atmosphérique, on est monté à moins de 0,3 bar de pression de suralimentation. Voilà, donc là maintenant, on sait pourquoi le véhicule n'avance pas, c'est qu'on a un problème avec la pression de suralimentation. Maintenant, il faut trouver pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Avant de me jeter comme un fou sur le turbo, je dois m'assurer qu'on n'ait pas un problème de pompe à vide, par exemple, ou ne serait-ce que de tuyaux qui sont là, ou d'un problème d'électrovanne de gestion de pression de suralimentation. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la pompe à vide, en fait, elle va venir créer une aspiration au niveau du tuyau qui est ici. C'est-à-dire que là, ici, à cet endroit-là, on doit sentir une aspiration quand le moteur est démarré. Donc là, voyons voir. Ok, donc là j'ai bien une aspiration, j'ai bien mon doigt qui se fait aspirer par la durite, donc ça veut bien dire qu'il y a de l'aspiration, donc il n'y a pas de problème au niveau de ma pompe à vide. Ensuite, mon deuxième tuyau qui est ici, lui là, il va directement sur la capsule qui vient après gérer la wastegate directement sur le turbo. Donc celle-ci, ce que je peux faire, c'est avec une seringue venir créer une aspiration, voir si j'entends bien en fait la capsule avec la tige bouger en fait, on l'entend quand même assez facilement. J'ai posé le micro directement sur le turbo pour que tu puisses entendre, je vais enquiller ma seringue directement dans le tuyau et là, on peut entendre à 3 reprises le déplacement de la tige en fait directement au niveau de la capsule. Voilà, donc on sait que mon tuyau qui est ici, lui, n'est pas coupé. Là maintenant, j'ai besoin de contrôler le turbo physiquement. Donc ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais enlever la boîte à air ainsi que le manchon qui est là. Il n'y a rien d'intéressant à filmer là-dedans. Il y a 2 ou 3 vis à enlever. Voilà, ça va être vite sorti. Et après, je vais lui passer un coup de caméra endoscopique. Ça me permettra déjà d'avoir un premier visuel sans démonter trop de choses. Donc là, sur la caméra endoscopique, on peut apercevoir la roue de compresseur du turbo. Alors ça me donne pas plus d'indications que ça. Voilà, malheureusement là je ne vois rien de cassé, donc ça aurait été bien qu'on ait directement une roue de compresseur qui soit complètement cassée. Ça aurait été cool parce qu'au moins le diagnostic il aurait été fait, mais là c'est pas le cas. Donc là pour y accéder, du coup j'ai uniquement enlevé le manchon d'admission, j'ai décalé un petit peu la boîte à air. Donc là maintenant l'idée va falloir que je démonte la partie échappement pour mettre la caméra endoscopique dedans pour voir un petit peu si la turbine côté échappement ne s'est pas tout simplement
simplement désolidariser ou autre. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de passer par l'arrière, hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans mon idée, je voulais enlever la sonde lambda qui est là-bas pour passer la caméra endoscopique, histoire de voir le clapet de la Westgate. Mais en fait, elle est juste indémontable, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien. Donc, je vais pas m'embêter à tout tomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré le véhicule en laissant en fait la partie admission comme ça à l'air libre. Et en fait, on s'aperçoit que, comment expliquer, en fait, au tout début, quand j'ai démarré la voiture, j'avais aucun souffle qui sortait de là, comme si en fait la turbine était grippée. Alors, à force d'insister, en fait, je me suis retrouvé avec un souffle quand même assez important, mais on sent que c'est pas régulier en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression que le turbo en fait il grippe. J'ai l'impression qu'il y a rien de cassé à l'intérieur, mais tout simplement il grippe. Donc là, je veux en être sûr, donc il va falloir que je défasse toute cette partie-là, histoire de pouvoir passer la main sur la partie en fait de roue de compresseur, histoire que je vois s'il y a du jeu. Parce que si le turbo il grippe, ça veut dire qu'il y a forcément énormément de jeu sur l'axe en fait. Hein. Bon, je suis enfin parvenu à démonter une grosse partie de l'admission du turbo. Autant dire que c'est inaccessible, tout est chiant à démonter. Bon, c'est du Renault, c'est du 1.5 DCI, hein, on va pas se mentir que c'est pas facile. Donc là-bas, tu peux voir donc la turbine du turbo, enfin en tout cas la roue de compresseur. Donc j'ai pris un petit peu le jeu. Alors il n'y a pas énormément de jeu au niveau de la turbine, mais par contre on sent effectivement qu'il y a des points durs. Et comment on est arrivé à cette usure prématurée du turbo? Parce que c'est vrai qu'à 100 000 km, on n'est pas censé avoir un turbo qui lâche, même si ça peut arriver. Alors en général, là c'est surtout pour un problème d'utilisation. Là c'est surtout qu'en fait cette durite là, si on regarde ici là, on peut apercevoir. Alors je vais essayer de passer mes mains. Ici là, on peut apercevoir une fissure. Et en fait, le tuyau de suralimentation, il est complètement fissuré. Ce qui fait que si le calculateur demande une consigne de turbo, admettons à 1 bar 4, mais vu qu'il y a une fissure là, en fait, le calculateur d'injection, il est obligé en fait de commander le turbo à son maximum pour que la pression en fait puisse monter. Ce qui fait que le turbo en fait, il a été trop longtemps au-delà de ses capacités. Là, va falloir que je remplace le turbo, le tuyau de suralimentation également, et puis faire une vidange. Pour démonter le turbo, il va rester ici à défaire le collier d'échappement. Et là, le plus compliqué, ça va être surtout de sortir le filtre à particules. Parce que, oui, en fait, lui, il a toute une partie qui passe en dessous et qui empêche d'accéder aux vis de fixation, en fait, du turbo. Et là, si on veut passer par en dessous, c'est une grande partie de plaisir, hein, parce qu'on peut apercevoir ici, là, le filtre à particules. Donc lui, en fait, il faut impérativement le descendre, voire même le sortir. Donc on va voir le cardan côté passager, là, qui va nous gêner. Donc lui, va certainement falloir l'enlever, et peut-être même qu'il faudra tomber le berceau qui est juste là. Donc ouais, ça va être une grande partie de plaisir. Ici là, on a cette durite là qu'il va falloir changer. On enlève cette vis là, et également il faut enlever le clips qui est juste ici là au niveau de l'échangeur. Voilà, donc pour tous ceux qui ont besoin de remplacer cette durite là, ouais, on est obligé de passer par en dessous. Après c'est vite démonté, certains modèles faut défaire la face avant, tout ça, enfin bon, il n'y a rien qui est accessible. On se retrouve une demi-heure plus tard, hein. J'ai donc viré tout ce qui relie le berceau au châssis. J'ai donc viré ici la bilette de bar stab. Ici en dessous, j'ai viré la rotule de suspension, hein, pour libérer le triangle. Ensuite, il y a la crémaillère, elle, qui est fixée sur le berceau. Donc si je peux te donner un conseil, n'essaie pas de défaire la crémaillère sur le berceau parce que ça va être un enfer et une galère. Ce qu'il faut, c'est directement défaire ici à l'intérieur, hein. En général, moi, ce que je fais, j'enlève la vis ici, là, qui est prise en bas, juste sous la moquette, là. Ça prend 2 secondes, hein, avec une bonne clé à choc ou même au cliquet. C'est une vis de 16. Et puis, comme ça permet de faire descendre la crémaillère avec le berceau directement. Voilà, on gagne un temps fou. Et ici en dessous, j'ai viré l'antibasculeur. J'ai également viré la barre, l'espèce de petite traverse là qui vient à l'arrière du berceau. Et là, on peut voir que le berceau, il a commencé à descendre. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est juste défaire une vis de chaque côté. Et normalement, le berceau devrait tomber. Il y a également à défaire aussi une vis de fixation de cylindre bloc de la ligne d'échappement qui est prise sur le berceau. Et l'idée, c'est de faire tomber le berceau avec la crémaillère et la tôle pare-chaleur qui est juste au-dessus. Voilà, comme ça, tout va tomber et on va gagner un petit peu de temps. Bon, maintenant, il s'agit juste d'essayer de faire tomber le berceau gentiment. Ah, ok. De ce côté-là, c'est fait. Là, je me dis, on accède quand même pas mal au FAP. Mais est-ce que ce serait quand même pas mieux que j'enlève complètement le berceau? Ouais, je pense que je vais le tomber entièrement. Comme ça, je suis sûr déjà d'un, de pas le prendre sur la figure. Et de 2, j'aurai un maximum de place. Donc ça peut être pas mal. Voilà en gros la place que ça me laisse. Donc là, j'ai de quoi défaire les vis qui maintiennent la ligne d'échappement. Et normalement, les colliers qui sont là, je devrais pouvoir dégager le FAP sans même sortir la cardan. En tout cas, j'espère. Et j'avoue que ça m'arrangerait parce que sinon, il faut vidanger la boîte et tout ça. Et sincèrement, j'ai pas trop envie, hein.
J'ai pas trop envie de me faire chier avec ça. Donc ouais, je pense que là, comme ça, on devrait être pas trop mal. J'ai réussi la sortie d'échappement. J'ai également enlevé les deux vis qui maintiennent le collier pour soulager le filtre à particules. Ici, pareil, il y a une grosse patte en métal où vient se fixer les connecteurs de la sonde lambda et d'une des sondes de température du filtre à particules. J'ai également dû sortir ici là le tuyau qui permet de faire le recyclage des gaz d'échappement en fait pour la vanne EGR. Maintenant, je vais défaire le collier qui maintient le filtre à particules sur la sortie du turbo. Et je vais espérer que le FAP bouge un petit peu. On va voir, ça va être un petit peu la surprise. Alors des fois, quand on enlève l'écrou, il y a le collier qui veut pas se défaire. Donc faut pas hésiter à taper un petit peu dessus. Voilà. C'est surtout histoire de le décoller. Bon, j'ai enlevé la vis du collier et maintenant il va falloir que je puisse sortir le collier. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que le filtre à particules lui commence à bouger, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors je garantis pas qu'il va s'enlever, mais en tout cas il bouge. Bon, je suis désolé, chaque fois je suis obligé de faire des tout petits bouts de vidéo parce que comme je suis coincé en fait littéralement sous la bagnole, du coup je peux pas filmer pendant que je travaille. Donc là j'ai réussi à descendre complètement le FAP. Au moins là on a un bel accès sur le turbo et je vais te montrer maintenant en dessous. Alors là, comme tu peux le voir, le FAP il est pratiquement complètement enlevé, mais j'ai pas pu le sortir entièrement. Donc voilà, mais déjà il est descendu et moi ça va me permettre. Alors je sais pas si tu vas bien y voir sur la caméra, mais en fait tout là-haut, ici là déjà, il y a un raccord pour l'huile. Donc là ici je vais pouvoir le défaire et ensuite en dessous on a les trois vis qui maintiennent le turbo. Donc ça déjà c'est plutôt une bonne chose. J'aurais voulu me faire plus de place, mais malheureusement je peux pas sortir complètement le FAP. Voilà, ouais, parce que il me gêne et franchement faut vraiment faire ça sur un pont. Malheureusement j'ai pas de pont, mais bon c'est comme ça. J'ai dû après avoir défait la sangle, j'ai pas pu enlever complètement la tôle par chaleur qui m'aurait permis en fait derrière d'enlever complètement cette partie de sangle en métal. Donc j'ai dû en fait virer directement le support qui est là pour tout descendre. Donc il y a deux vis en bas et deux vis après qui sont cachées au-dessus. Voilà, je suis désolé, je filme mal, mais il y a tellement pas de place là-dessus que c'est un petit peu galère quoi. Arrivée d'huile enlevée, retour d'huile enlevé, les trois vis qui maintiennent le turbo enlevées, et maintenant il n'y a plus qu'à le sortir. Sauf que il y a pratiquement pas d'accès. C'est un enfer. Alors là je l'ai, je le tiens, sauf que j'ai le tuyau d'arrivée d'huile qui passe au-dessus, qui me bloque un petit peu, et j'ai pas de place entre le moteur et la caisse. Donc autant dire que ouais, c'est quand même une belle misère. Bon là je suis à deux doigts de le sortir. J'essaie de faire au mieux, mais sincèrement, c'est pas un cadeau. Joli. Une vraie galère. Bon, maintenant l'idée, ça va être de s'assurer que j'ai commandé le bon turbo, j'espère. Sinon c'est pas grave, on le renverra. On fait pas semblant, je suis passé en turbo 16. Turbo Garrett, voilà, comme ça au moins c'est d'origine. Normalement avec ça, t'es pas embêté. Allez, c'est parti, unboxing. Alors, voyons voir comment que ça s'ouvre. Comme ça. Ok, ok. Alors, on va enlever la petite protection. Alors j'espère vraiment que c'est le bon turbo, sinon je vais être bien embêté. Ok, alors avant de déballer déjà, on peut regarder ici la fixation, qui est identique avec celle-là. Ici, on a la tige pour la wastegate. Ici, là, apparemment, c'est la même. Donc là, il faudra qu'on remette le tuyau de retour d'huile juste ici. Ok. Hop. Et ensuite, le reste, ça, vraiment, pas l'air d'être mal du tout. Ok. Là, comme ça, on est pas mal. Et là, comme ça, écoute, moi, je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. Sur le turbo neuf, j'ai donc installé le tuyau de retour, comme ça au moins ça c'est fait. Et surtout, il est très important de ne pas monter un turbo comme ça à sec. Il faut impérativement le graisser avant le montage. Donc idéalement, tu prends une seringue comme ça, ça fera très bien l'affaire. Un petit bidon d'huile. Et ensuite, hop, il n'y a plus qu'à se mettre là. Alors habituellement, je fais ça avec des petites seringues, mais je ne l'ai absolument pas retrouvé. Donc j'y vais avec la grosse. C'est pas bien grave. Hop,
Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu partout, hein. C'est pas bien grave, c'est un petit peu sale, mais bon voilà, l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est que l'huile traverse bien le turbo pour que le palier soit bien graissé, hein. C'est très très important. Donc sur le vieux turbo, je voulais impérativement aussi te montrer que l'axe en fait, il est grippé. On sent que je suis obligé de forcer en fait sur la roue de compresseur pour arriver à le faire tourner correctement. Et également, c'est un turbo à palier, donc normalement on est censé avoir en fait un tout petit peu de jeu très léger, hein, qui après sera, on va dire, atténué par le film d'huile. Mais là, en fait, il y a absolument pas de jeu, il y a absolument rien, ce qui effectivement n'est pas normal, hein. On est censé avoir un tout petit peu de jeu, même minime, mais on doit avoir quelque chose. Et on sent bien effectivement que tout l'axe est grippé, hein. Et si on regarde côté échappement, hein, on peut voir à l'intérieur qu'il y a absolument rien qui vient gêner notre turbine. Mais bon, voilà, je pense vraiment que c'est au niveau de l'axe, hein, que ça a grippé. Et même là, de ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire tourner. On sent vraiment une résistance à l'intérieur, hein. Alors qu'à l'inverse, le turbo neuf, hein, si je prends côté turbine, hein, je mets juste un tout petit coup de doigt et puis on voit que la turbine, elle tourne parfaitement bien, hein. Je sais pas si on va très bien y voir sur la caméra, mais bon, en tout cas, on repart avec un turbo tout neuf et c'est bien le principal. Alors maintenant, il faut que je remette ce petit bijou de technologie dans ce moteur ultra accessible, hein. On va pas se mentir. Alors, tac, il faut que je passe comme ça. Comme ça, ensuite, j'ai le tuyau rigide de l'arrivée d'huile qui va me gêner. Donc là, il faut que j'arrive à passer, hop, le corps froid par-dessus. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, hop, il faut que j'arrive à me mettre sur le collecteur d'échappement. Alors, on est comment? On est pas mal. Ok. Et ensuite, normalement, j'ai juste à le pousser. Alors, je dis bien normalement, hein. Hop. Ok. Allez, Mireille. Ah, putain, quel enfer. Ah, je te jure, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est un enfer. J'ai juste mon tuyau rigide là en fait qui m'ennuie un petit peu. Je vais le tirer un petit peu dessus, voir. Voilà. Ok. Là. Alors. Ensuite, je vais être bloqué au niveau de mon joint. Ça marche. Bon, ça c'est pas trop grave. Tac. Maintenant, il faut que j'arrive à descendre le turbo. Ah oui, c'est bien évidemment. Il y a une petite patte ici en dessous que j'ai embarquée avec le turbo. Alors à mon avis, je pense que tu vas rien y voir, hein, sur la caméra. Je verrai bien au montage ce que ça donne, mais je suis venu coincer une petite palle. Voilà. Voilà, j'avais coincé la grosse patte qui est là, qui vient se fixer derrière le turbo. Je l'avais coincé en dessous sans faire exprès. Donc forcément, le turbo risquait pas de s'enquiller. Mais il n'y a tellement pas d'accessibilité que... quel enfer. Là. Ensuite, il n'y a plus qu'à descendre. Ok, bon. Le turbo est sur le collecteur d'échappement, ça c'est fait. Il y a le paradis, il y a l'enfer, et il y a Renault. Tu vois, Renault, en fait, est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est génial, hein, c'est des voitures super à conduire, ça consomme rien du tout. Mais alors, dès qu'il y a un élément à changer, mais quel enfer que c'est. Bon, bref, tout est remonté. Voilà, ça y est, j'ai tout fait hors caméra parce que tout est engoncé derrière. Enfin, c'est une grosse misère. Ça m'a pris plus de 5 heures, hein, pour tout remonter, hein, malheureusement, ouais. Ensuite, filtre à air neuf, ça c'est non négociable, hein. Turbo neuf est égal filtre à air neuf, voilà, il n'y a pas à chercher, midi à 14 h, c'est tout, c'est comme ça, hein. En plus là-dessus, c'est extrêmement simple à changer, voilà, les petites oreilles à engoncer dedans, on pousse, tac, et ça, c'est fait. Là, maintenant, il faut que je défasse cette petite durite-là qui est complètement fissurée. Donc, pour ça, rien de bien compliqué. J'ai enlevé la petite vis qui est en bas. Et puis après, il va rester à déclipser, hein, comme je t'ai montré en début de vidéo. Ensuite, il va me rester la vidange à faire. Donc, j'ai déjà regardé le petit filtre à huile s'il n'était pas trop serré. Ça vient de chez Neuroauto. J'ai eu peur que ça soit serré à mort. Et puis, en fait, à la main, je peux le défaire. Donc, merci au technicien qui a fait ça. Sincèrement, voilà, il a bien serré le filtre à huile. Il a serré uniquement à la main. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, ça y est, je suis prêt pour le premier démarrage. Donc, je vais juste récapituler rapidement. Donc, j'ai remplacé le turbo. J'ai également remplacé l'électrovanne de gestion du turbo. J'ai remplacé également le tuyau de suralimentation, que d'ailleurs, j'ai gardé exprès pour te montrer, parce que, regarde ça un peu. Tu vois ça un peu comment c'est tout ouvert, tout cassé là?
Voilà, donc ça c'est ce qui a causé aussi la perte du turbo, hein. Ensuite, vidange moteur avec remplacement du filtre à huile. Tout à l'heure je disais filtre à air à remplacer obligatoirement et sans négociation, hein, ça c'est juste impératif. Également, il faut que je remette aussi du liquide de refroidissement parce que comme j'ai déconnecté la vanne GR et il y a une circulation de liquide de refroidissement dessus, donc il va falloir que je refasse le niveau. Voilà, mais bon là dans l'immédiat c'est surtout premier démarrage. Bon allez, pas de stress, il y a point S. Alors, clé, contact et démarrage. Magnifique. Ça démarre en quart de tour, hein, ces bousiers là. Et ouais, ça tourne comme une horloge. Hein. Les 1,5 litre DCI, bon là, celle-là, malheureusement, elle a eu un problème de turbo. Et c'est une vraie galère à changer. Hein. Mais en dehors de ça, c'est des moteurs qui tournent comme des horloges, quoi. Voilà. Ça reste des bons moteurs. Hein. Et par contre, moi, ce qui me fait un petit peu moins plaisir, c'est que bah, j'ai le berceau à remonter. Voilà. Donc là, ça va falloir que je repasse encore sous la voiture. Et ça va me prendre 2 ou 3 heures le temps de tout aligner et tout ça. Et puis en plus, le berceau, il est super lourd. Donc voilà. Et bien allez, il faut que je termine. Et puis juste après... Donc une fois que le berceau sera remonté, on va pouvoir aller faire les essais routiers, repasser un coup de valise en reprenant les valeurs réelles. Et tu vas voir que les valeurs, elles vont complètement changer par rapport au début de vidéo. Là, cette fois-ci, on aura bien une pression de suralimentation qui sera correcte. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais bon, après, il n'y a pas de raison. Bon, ça y est, celle-ci est repartie pour 200 000 km. Donc pour récapituler, remplacement du turbo, du tuyau de suralimentation, de l'électrovanne qui gère la pression de suralimentation, vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et remplacement du filtre à air. Voilà, donc un petit peu de travail qui a été effectué dessus. La vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je pense entre 20 et 30 minutes. Moi, ça a dû me prendre avec la dépose du berceau et tout ça, entre 10 et 15 heures de boulot. Parce que sans pont, ouais, ça prend un temps fou. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais te montrer beaucoup plus de choses, approfondir le diagnostic, te montrer beaucoup plus le démontage et tout ça. Mais tout est tellement inaccessible que finalement, j'ai rien pu vraiment te montrer. Donc, si tu as les mêmes travaux à faire, surtout n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. En général, je réponds à quasiment tous les commentaires. Sauf si tu m'insultes, je répondrai pas. Voilà. Donc, écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce. Et puis, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, la bise. Ciao.